audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Parfois, quand nous parlons, je ressens au plus profond de moi tant de sentiments merveilleux et intenses à ton égard. Mais quand je les exprime, les mots me semblent insuffisants pour te toucher. Aujourd'hui, j'ai trouvé les mots, et je me suis rendu compte qu'il faut que je te communique ma passion, enfouie au plus profond de mon cœur. Ma quando Je suis amoureux de toi, et je voudrais m'ouvrir davantage à toi. Je voudrais que nous luttions pour notre amour, sans penser à baisser les bras. Je voudrais qu'ensemble, nous cheminions vers l'automne de notre existence. Je voudrais te dire que je ne souhaite rien d'autre que de passer ma vie avec toi. Je voudrais que tu saches que je t'aime aujourd'hui. Ce que vous venez d'entendre n'est pas tiré d'un roman à l'eau de rose. C'est un extrait des milliers de messages que des arnaqueurs aux sentiments peuvent envoyer à leur proie pour les attraper dans leur filet avant de leur extorquer des sommes d'argent colossales. C'est de ça dont va parler le journaliste Talma Desta avec ses deux invités dans l'entretien qui va suivre. Ce qui m'a fasciné dans cet échange, au-delà des histoires rocambolesques de ces arnaques, c'est la démonstration implacable d'une forme finalement très banale de manipulation mentale. Un labyrinthe de mensonges et de violences psychologiques construit sur une promesse amoureuse, une fausse promesse qui plonge les victimes dans la détresse et dans l'emprise. Ici Naomi Titi et vous écoutez Les couilles sur la table, le podcast sur les masculinités créé par Victoire Tuaillon. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire du faux Brad Pitt, une escroquerie sentimentale qui s'est déroulée pendant 1 an et demi. En février 2023, Anne de Neuchâtel, une femme d'une 50aine d'années, est contactée par une personne sur les réseaux sociaux qui se présente comme la mère de l'acteur Brad Pitt. Elle voit en Anne la parfaite nouvelle compagne pour son fils après son divorce avec l'actrice Angelina Jolie. Pendant près de 2 ans, Anne pense vivre une relation amoureuse avec Brad Pitt et lui envoie, en plusieurs fois, pas moins de 830 000 €. Mais en fait, Anne était victime d'un brouteur, un terme qui désigne les escrocs qui piègent leurs cibles sur Internet. Elle était en instance de divorce au moment des faits, elle se retrouve ruinée et sans domicile. Moi, ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est la manière dont la presse et les internautes parlaient d'Anne. Elle a été victime d'une vague de cyberharcèlement misogyne tellement violente que 7 à 8, la première émission à avoir révélé l'affaire, a suspendu toute rediffusion 2 jours après la sortie du reportage, en janvier 2025. Et c'est vrai que Anne n'a pas du tout été épargnée par le grand public, qui s'est abondamment moqué d'elle en disant que c'était ridicule de tomber dans le panneau, avec des formules souvent un peu moins polies que celle-là. Mais Anne est pourtant loin d'être une victime isolée de ces escrocs sentimentaux. On estime à plusieurs milliers le nombre de personnes arnaquées sur ce mode en France chaque année, pour plusieurs millions d'euros dérobés. Les signalements des arnaques sentimentales ont augmenté de 6% en 2024 par rapport à l'année précédente. Mais on sait aussi que les victimes ont tendance à ne pas déclarer ces faits, par honte souvent. Alors quelles histoires les arnaqueurs racontent à leurs victimes pour les piéger ? Qui sont ces hommes brouteurs et quelles sont leurs motivations derrière leurs escroqueries ? Comment les victimes tombent dans une emprise de laquelle elles ne parviennent plus à s'échapper ? Et puis on va prendre au sérieux ce commentaire qui revient tout le temps lorsqu'on parle d'arnaque aux sentiments. Comment on peut tomber amoureux et envoyer des centaines de milliers d'euros à un inconnu qu'on n'a jamais rencontré physiquement ? Pour mener cette discussion qui s'annonce passionnante, j'accueille aujourd'hui Valentina Perry et Alexandre Kaufmann. Valentina Perry, vous êtes anthropologue, commissaire d'exposition et artiste. Vous avez écrit 2 ouvrages sur les brouteurs. Le plus récent s'appelle « Le brouteur galant, manuel de l'arnaqueur sentimental », publié aux éditions UV en 2024. Et c'est un livre qui a une forme assez unique. Vous y répertoriez tous les scripts écrits utilisés par les brouteurs pour séduire leurs victimes, adaptés à toutes les situations possibles. Et c'est à la fois terrifiant et plein de poésie, on en reparlera.
Et Alexandre Kaufmann, vous êtes romancier et journaliste, à l'origine d'un livre enquête sur les arnaques sentimentales qui s'appelle La Captive, paru en 2025 aux éditions Goutte d'Or. Dans ce livre, vous revenez sur l'histoire vraie de Muriel Sorbier, 57 ans, qui a été arnaquée par un soi-disant Charles Leroux, un quinquagénaire millionnaire, charismatique et attentionné. On va évidemment longuement parler de cette affaire pendant la discussion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, vous racontez, je l'ai dit, le cas de Muriel Sorbier. À quoi elle ressemble, la vie sentimentale de Muriel, juste avant de rencontrer Charles Leroux ? Alors Muriel, comme vous l'avez dit, elle a 57 ans. Elle est veuve depuis 2 ans. Elle a 2 filles. Et ces 2 filles lui disent Oh maman, t'es encore jolie, il faudrait que tu rencontres quelqu'un. Papa aurait voulu que tu rencontres quelqu'un. Et donc un petit peu à rebours de sa volonté, elle s'inscrit sur un site de rencontres. Elle fait quelques rencontres décevantes dans l'arrière-pays varois. Donc, elle rencontre des types où d'ailleurs elle a plutôt l'ascendance, c'est-à-dire que c'est plutôt elle qui décide de plus les voir. Et au moment où elle allait renoncer à ce mode de relation, elle découvre une pépite rare donc, qui s'appelle Charles Leroux. Les yeux bleu banquise, cheveux poivre sel et mots enjôleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Comment il se présente ? Il fait quoi dans la vie, ce Charles Leroux ? Alors, ce Charles Leroux, il se présente comme quelqu'un qui a connu beaucoup de déceptions amoureuses, qui aujourd'hui, évidemment, cherche l'amour, ce qui fait écho au texte qu'a répertorié Valentina, puisque j'en ai retrouvé dans cette prise de contact qui était exactement semblable à ceux que Valentina a répertoriés. Donc voilà, donc, un homme mature qui a vécu aussi des déconvenues amoureuses et puis qui cherche évidemment l'amour. Et puis Muriel finit par taper son nom sur Internet pour en découvrir plus. Qu'est-ce qu'elle trouve ? Alors Muriel, elle est assez méfiante d'ailleurs de nature. Donc elle dit toujours « mon meilleur ami c'est Google ». Donc elle tape le nom de Charles Leroux dans le moteur de recherche Google. Et là, surprise, elle découvre que c'est un multimillionnaire très fortuné. Il a un yacht, un hôtel particulier, un établissement de luxe dans les Alpes. Elle c'est une employée de mairie. Elle a quand même quelques moyens, mais parce que son mari en avait aussi, mais pas démesurés. Et donc elle se dit, mais moi, pourquoi un multimillionnaire comme ça, playboy, s'intéresse à une fille comme moi, employée de mairie ? Et donc dans ses premiers messages, que lui dit Charles Leroux ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Au début, il cherche l'amour, enfin, il cherche la relation au début. D'ailleurs, c'est assez progressif, c'est assez scolaire comme manière d'entrer en contact, parce que du coup, moi, j'ai pu récupérer les dialogues. Et donc, pour moi, c'est une méthode de drague assez scolaire et pas trop inspirée. Est-ce que tu aimes bien faire la cuisine à deux ? Limite, quelle est ta couleur préférée, quoi ? C'est un peu des comme questions ça. Un peu bateau. Ouais, des questions très bateau, mais voilà, qui posent un rythme régulier, soutenu, avec attention, gentillesse et tendresse. Bah voilà, ça marche. Oui, et puis il lui dit qu'il a subi de nombreuses déconvenues amoureuses et que là, il en a marre, qu'il a envie de se poser, et ça parle à Muriel. Ça parle à Muriel, oui. Ça, après, c'est quelque chose qui va se déployer de manière plus pernicieuse, mais c'est qu'il va commencer à déplier sa vie en faisant miroir aux confidences que lui a faites Muriel. On y reviendra. Voilà. Valentina, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les arnaqueurs contactent leurs victimes et quel premier scénario ils utilisent généralement pour les charmer ? Les brouteurs, donc les arnaqueurs, contactent leurs victimes à partir de plusieurs interfaces. Ça peut être justement les sites des rencontres, évidemment, mais aussi Facebook, Instagram, Gmail, vraiment n'importe quel canal est possible. Et en fait, ils se présentent souvent comme des hommes ou des femmes selon l'identité que le brouteur décide d'interpréter, de performer. Parce que voilà, les brouteurs sont souvent des hommes, mais ils performent à la fois des hommes et des femmes auprès de leurs victimes. Toujours dans un rapport hétérosexuel, du coup. Je suis plutôt au courant de performances du coup plutôt hétérosexuelles. Et du coup, là, on parle par exemple de brouteurs qui se présentent comme des hommes. C'est souvent des hommes avec des professions importantes, qui sont souvent riches, donc qui ont du succès, mais quelque part qui sont aussi vulnérables, donc qui n'ont pas de problème à parler de leurs émotions, qui sont à l'aise à tout de suite parler d'amour, parler de ce qu'ils cherchent. Ils sont des personnes sûres d'eux-mêmes. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que tout de suite intéresse une femme, surtout quand on sait que la plupart des victimes des arnaques sentimentaux sont plutôt des femmes entre 50, 60 et 70 ans. Souvent, voilà, c'est des femmes qui appartiennent à une génération qui n'ont pas connu des hommes qui sont, entre guillemets, déconstruits. Et donc, pour elles, c'est comme si, waouh, on rencontre l'amour pour la première fois. Donc, c'est à travers vraiment, comme on disait Alexandre, parfois vraiment des mots
pas spectaculaires, c'est vraiment des questions, c'est s'intéresser à l'autre personne, donc la victime, se sent écoutée, se sent vue. Et franchement, ça suffit pour que le cœur commence à s'ouvrir et que l'emprise commence. Et est-ce qu'il existe du coup d'autres scénarios que celui-là de l'homme riche, un petit peu isolé, qui cherche une nouvelle compagne parce qu'il se sent seul ? Ça peut être un militaire, ça peut être un médecin, toujours à l'étranger, parce que la chose importante, c'est que la rencontre ne doit pas être possible. En fait, c'est maintenir cette distance le plus possible. Donc c'est souvent des hommes qui sont à l'étranger avec des professions plus ou moins importantes, parce que parfois c'est un simple soldat ou militaire, donc pas forcément un général, etc. Mais c'est vrai aussi l'inverse, parce que quand les brouteurs se présentent comme des femmes, donc pour conquérir des victimes hommes, se présentent au contraire comme des femmes plutôt simples, seules, très douces. Donc dans ces cas-là, la profession, c'est pas très important. Au contraire, c'est plutôt des femmes qui ont du mal à s'en sortir, etc. Ce qui permet ensuite de demander facilement de l'aide en forme d'argent, en fait. Oui, on reviendra plus tard sur la question financière, justement. Avant ça, est-ce que vous diriez du coup que les brouteurs, ils jouent sur une forme de masculinité hyper romantique, un peu stéréotypique, qui correspond à une espèce de fantasme romantique hétérosexuel ? Est-ce que ça s'inscrit là-dedans ? Absolument. Ils jouent beaucoup sur ces stéréotypes occidentaux d'hommes sûr de lui, qui assure, mais en même temps qui est un peu fragile et qui a besoin d'une femme justement pour se sentir comblé. C'est un homme qui a réussi dans sa vie, mais en même temps, il s'est ouvert à connaître une femme. Et je pense que les scripts que les arnaqueurs utilisent, souvent, se basent sur des soap operas, par exemple, sur des films hollywoodiens. Et en fait, ils construisent ce genre d'amour romantique-là, celui que, effectivement, est idéalisé dans la culture occidentale. Donc, c'est vraiment très différent des rapports que les brouteurs eux-mêmes peuvent avoir dans leur quotidien, dans leur vie réelle. C'est vraiment une performance de cet amour stéréotypé hétérosexuel qui a été construit par la littérature, par les films, par les cinémas, etc. Oui. Ouais, du coup, vraiment, ils utilisent ce mythe romantique qu'on a vendu aux femmes toute leur vie, en fait. Tout à fait. En France, près de 80% des victimes d'arnaques sentimentales seraient des femmes de plus de 50 ans. Alexandre, pourquoi ? Il y a des pistes et des éléments de réponse. Je pense que le fait que déjà l'immense majorité des brouteurs, des escrocs en ligne, soient des hommes, fait qu'ils ont peut-être plus d'inclinaison à embrouiller une femme parce que c'est leur modalité naturelle. Il y a aussi, alors ce que j'ai pu entendre moi de la part des brouteurs, c'est qu'ils ont des techniques très précises pour embobiner des hommes ou des femmes. Vraiment, ils m'ont tous dit la même chose, c'est-à-dire que les hommes, c'est plus facile de gagner leur confiance, mais ils donneront moins d'argent, tandis que les femmes, c'est plus long de gagner leur confiance, mais elles donneront plus d'argent. Donc ça peut aussi être un élément de réponse. Et je pense que c'est important de dire que, donc là on parle d'un certain type d'arnaque sentimentale, mais qu'en revanche, il y a d'autres types d'arnaques sentimentales qui touchent plus les hommes. Par exemple, le rapport, il s'inverse pour les sextorsions. Donc c'est un mot, une contraction entre sexe et extorsion. Et il s'agit de photos ou de vidéos compromettantes envoyées par les victimes aux brouteurs, qui ensuite les menacent de les envoyer à leur entourage si les personnes piégées ne transfèrent pas d'argent. Et ça, pour le coup, ça concernerait à 80% des hommes de moins de 30 ans. Muriel, elle était veuve depuis 2 ans quand elle a été approchée par son escroc, Valentina. De manière générale, est-ce que les brouteurs y ciblent des profils spécifiques de victimes avec peut-être des vulnérabilités spécifiques ? Tout à fait. Il y a un ciblage très important en amont qui se passe souvent par Internet et les réseaux sociaux. Donc, ils vont voir ce que la victime poste, quel genre d'intérêt elle a, si elle fait partie de groupes d'intérêt comme, je ne sais pas, le jardinage plutôt que les vacances, etc. Ils vont observer un peu sa façon de s'exprimer. Mais vraiment, une fois que la conversation donc commence, une fois qu'ils arrivent à s'assurer la première conversation, les questions qui sont posées et que j'ai donc publié dans les livres, au début sert aussi à préciser en fait les vulnérabilités et du coup ensuite à adapter les scénarios aux besoins de la personne. Donc il y a vraiment un profilage qui détermine ensuite le cursus de l'arnaque. Oui, donc c'est intéressant, ça veut dire que les questions qui sont posées au début pour paraître comme un homme attentionné, qui justement s'intéresse à la victime, c'est une façon de préciser en fait ce qui va leur permettre plus tard de les arnaquer d'autant plus.
Tout à fait. De découvrir ses faiblesses, de découvrir ses intérêts, de profiler en fait la personne pour ensuite arriver à toucher en fait ses points forts et ses points faibles en fait, pour aussi construire cette impression de j'ai trouvé l'âme sœur parce qu'on a les mêmes intérêts, on a les mêmes sensibilités. C'est grâce aux questions de début qui sont vraiment pas anodines. On dirait que c'est des questions simples et effectivement, c'est pas extraordinaire, mais déjà la fréquence aussi, ça fait partie du premier processus de séduction, le love bombing, etc. Mais les textes... Oui, c'est-à-dire que vraiment, au début, les messages sont très, très réguliers. Enfin, le brouteur assomme, en fait, la victime de questions, de relances, de messages, etc. Tout à fait, assez vite. Effectivement, il devient indispensable dans la vie de la victime qui, souvent, donc, a une vulnérabilité, elle est seule, ou on voit des séparations veuves, comme on l'a dit. Et du coup, elle a besoin de cette présence constante. Et le brouteur est là pour combler cette absence, en fait, ce manque d'amour. Et quand vous dites qu'ils identifient des vulnérabilités potentielles ou des points faibles, par exemple, lesquels ? Ça peut être simplement une passion plutôt que le fait d'avoir des enfants, d'avoir des animaux. Donc, c'est pas forcément des faiblesses, c'est aussi des intérêts, en fait, pour faire en sorte qu'ils parlent sur le même langage. En fait, il faut imaginer que le brouteur vit dans un contexte très, très différent par rapport aux victimes. Donc, il y a aussi une question d'apprentissage qui se fait par rapport à comment les gens vivent en Occident et précisément en France plutôt que dans d'autres pays parce que les brouteurs ciblent aussi d'autres pays. Donc, les questions servent aussi au brouteur lui-même à construire son propre profil à lui pour répondre au mieux à la victime. Souvent, le brouteur se fait passer pour une personne qui vit dans la même ville de la victime. Mais encore une fois, il travaille à l'étranger, donc la rencontre n'est pas possible. Mais pour que la victime tombe dans le piège de cette identité, il faut que le brouteur donne le maximum de détails. Donc c'est à travers aussi ces questions qu'il va arriver à les avoir. Est-ce que le fait que ce soit des femmes, ça les rend plus vulnérables à ce type d'arnaque, Alexandre ? Des femmes qui ont subi des maltraitances, oui, évidemment, puisque là, ça va jouer sur 2 niveaux. Ça va être d'abord, le brouteur va s'efforcer d'être gentil pour combler un petit peu ses blessures passées. Et ensuite, lui aussi, il va s'en servir pour plus tard construire un discours dans lequel lui aussi va avoir été victime d'une femme méchante. Et ça, tout ça, ça va faire écho. Donc c'est à 2 niveaux. Encore une fois, dans cette optique d'effet miroir, de créer un effet miroir avec la victime. À la fois en étant gentil, ça va répondre à ce que la victime n'a pas eu. Et après, lui, en se mettant dans la même vulnérabilité qu'elle, là, ça va faire effet levier. Ça va être très payant. Du coup, effectivement, là, ce que vous dites, c'est que le fait d'avoir été victime de violences conjugales, ça rend ces femmes plus poreuses, plus vulnérables à ce type d'arnaque au sentiment. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces confidences, ces failles qui vont être confiées, vont être montées en épingle après par C'est un grand travail d'écoute. Le auteur, c'est à la fois, il pose ses pions, mais il écoute beaucoup, tout en posant aussi énormément de questions. C'est très, très chronophage. Effectivement, en recueillant ces confidences, il va, lui, les transformer, mais encore une fois, en les incarnant dans sa propre vie. Par exemple, « Ah, t'as été seule, moi aussi, je suis très seule depuis que j'ai pas ma femme. Ah, toi aussi, ton mari était méchant, moi, j'étais aussi vraiment avec une vilaine femme, vraiment très méchante. Ah, tes enfants, tu te soucies beaucoup de tes enfants, ils ont été malades, moi aussi. » Et justement, il le fait pas en ping-pong comme ça, il le tisse derrière. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est très, très efficace. Et je trouve que le parallèle qu'on peut faire aussi avec cette question des violences conjugales, c'est qu'en fait, les brouteurs, ils reproduisent les mêmes mécaniques que des conjoints violents, en fait. C'est-à-dire qu'ils isolent leurs victimes, ils créent des mécanismes de dépendance, ils la plongent dans la honte pour renforcer leur solitude, ils abusent du gaslighting, donc le fait de nier les faits continuellement pour faire douter la victime de sa réalité. Enfin, en fait, on est dans un mécanisme déjà en tant que tel de violence conjugale. Comment les brouteurs ils construisent leurs personnages en ligne pour pouvoir être crédibles, Valentina ? Enfin, ils mettent quoi en place pour façonner leur couverture, leur persona ? Avant tout, ils cherchent en ligne des photos et des vidéos de personnes, hommes et femmes, qui soient assez beaux. Parce que du coup, c'est toujours des identités qui sont usurpées, de vraies personnes. Toujours, oui. C'est des vraies personnes, comme des influenceurs ou d'influenceuses qui postent beaucoup de contenu, ce qui permet aux brouteurs d'avoir beaucoup de matériel. Ensuite, les rapports peuvent durer pendant des années. On l'a vu avec Anne et d'autres. Donc, il faut avoir du matériel qui est produit par des vraies personnes humaines. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, évidemment, ils ont un peu plus de liberté de modifier des photos et créer aussi des personas. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que moi, ma recherche, je l'ai fait en mars 2022, personne n'a encore parlé beaucoup de l'intelligence artificielle auprès de mes interviewés. C'est venu vraiment après. Ils utilisaient par exemple les traducteurs, etc. à travers l'intelligence artificielle. Mais voilà,
Première chose très importante, c'est la construction d'un profil. Un brouteur peut avoir différents profils en même temps. Il peut être homme et femme, 50 ans, 30 ans, etc., mélangés. Et donc, il faut qu'il sache vraiment bien distinguer chaque narration et chaque script. Donc c'est une organisation absolue, en fait. Enfin, ça Ah non, a mais l'air c'est compliqué incroyable. de vivre comme ça. C'est compliqué, il faut être super intelligent, il faut être super organisé. Pas mal de brouteurs me parlaient de burn-out. Déjà, il faut être à disposition 24 heures sur 24 pour leurs victimes. Et si on imagine qu'on a plusieurs victimes qu'on suit en même temps, il faut s'imaginer que c'est vraiment beaucoup de travail. Et pour eux, c'est vraiment du travail. Donc, c'est comme ça qu'ils survivent. Donc, faux profil, un script qu'ils utilisent à chaque fois. Ils essaient de le répéter. Ils choisissent une profession. Donc, moi, j'ai interviewé des brouteurs en Côte d'Ivoire qui s'est présentés comme des gémologues, donc expertes de pierres précieuses, comme antiquaires, donc experts de tableaux d'art, etc. Et puis, Toujours des métiers un peu prestigieux, encore une fois. oui, prestigieux et assez particulier parce que, par exemple, au Ghana, où j'ai commencé ma recherche, les profils étaient, entre guillemets, les classiques, c'est-à-dire les militaires, les médecins, les diplomates, etc. Alors qu'en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé une créativité extraordinaire avec ces métiers un peu prestigieux, un peu, je pense, intéressants pour des gens en France. Parce que voilà, c'est souvent lié à aux pierres précieuses, bijoux, art, architecture. Mais il faut aussi, d'un point de vue de brouteur, construire aussi une identité et donc aller faire des recherches très pointues autour de ces métiers. Parce que souvent, les personnes qui arnaquent en France, c'est des personnes qui ont une instruction, qui sont très intelligentes, etc. Donc, il y a un énorme travail en amont de recherche, puis des recherches par rapport à la ville où la victime habite. Parce qu'encore une fois, souvent, le brouteur se présente comme quelqu'un de la même ville, parce qu'il y a toujours cette idée d'un futur commun où, enfin, ils seront réunis. Donc, il va aussi faire des recherches autour de la ville, des habitudes. Là, c'est la montagne, plutôt la mer. Et il faut savoir que souvent, les brouteurs ne sont pratiquement jamais sortis d'Abidjan, en tout cas de la Côte d'Ivoire. C'est difficile pour eux de bouger, même en Afrique de l'Ouest, sans parler de l'Europe. Donc, il faut qu'ils fassent ce travail en amont. Alors, on reviendra plus tard sur le profil des brouteurs, mais du coup, pour qu'on comprenne bien, ils récupèrent des données d'une vraie personne, donc typiquement Charles Leroux existe vraiment. Est-ce qu'ensuite, ils suivent exactement la vie de la personne usurpée, c'est-à-dire que comme ils récupèrent les photos en temps réel qui sont produites, est-ce qu'ils doivent s'aligner sur le récit de vie de la véritable personne dont l'identité est usurpée, ou est-ce qu'ils prennent des libertés avec cette vie-là, ils racontent d'autres choses, d'autres voyages, d'autres péripéties C'est beaucoup plus libre. Ils prennent des photos et après, leur narration, leur script ne correspond pas à la vraie vie de la personne dont ils ont usurpé l'identité. Souvent, comme le cas de Charles Leroux, c'est un multimillionnaire, mais eux, ils peuvent l'utiliser pour interpréter Renaud, l'antiquaire qui voyage souvent même en Afrique pour collecter des œuvres d'art. Donc, ils ne suivent pas forcément la vie de la personne usurpée, mais au contraire, ils ont leur propre histoire qu'eux-mêmes développent pour construire leur profil. Et ensuite, ils utilisent les scripts que j'ai publiés dans les livres Le Brouteur Galant pour commencer à connaître la personne. Et ils adaptent ce qu'on va lire dans mon livre. Après, c'est juste une base, mais ils adaptent tout ce qui est dit, les descriptions qui sont faites, en fonction de leur propre identité. Donc, c'est vraiment un mix, c'est un collage des différentes sources. Et donc, encore une fois, il faut être vraiment capable de le faire. Donc, c'est pas un métier pour tout le monde non plus. Donc, tout ça, ça sert à crédibiliser le profil du faux amoureux, du faux amant. Alexandre, comment Charles Leroux il est devenu crédible aux yeux de Muriel ? Alors, pour rebondir sur ce que disait Valentina, c'est drôle parce que effectivement, d'habitude, ils peuvent prendre des photos et prendre une autre profession. Mais moi, dans le cas de Charles Leroux, les brouteurs, parce qu'il y en a sans doute plusieurs, s'efforçaient vraiment d'incarner la vie du vrai Charles Leroux. Et donc, ça donnait lieu à des sortes de scènes de vaudeville numérique assez comiques d'ailleurs, parce que les brouteurs n'étaient pas toujours dispo pour vraiment s'aligner sur la vie du vrai Charles Leroux. Il arrivait que, par exemple, Muriel lui dépanne 15 000 €. Il se trouve que le vrai Charles Leroux, sur les réseaux sociaux, il faisait un don de masques chirurgicaux pour le Covid, ou alors il participait à une action caritative pour le sida, et donc elle lui disait « Ah, mais t'es gonflé, je te donne 15 000 balles et tu vas jouer le Seigneur auprès des autres. » Et donc, en fait, cette espèce de course après le vrai profil a vraiment donné lieu à des scènes vraiment rocambolesques, quoi.
Ce que vous racontez tous les deux, c'est que, effectivement, généralement, les premiers mois, l'arnaqueur ne demande pas d'argent. Hein, c'est une question qui commence à arriver au bout de quelques mois. Comment la question financière, elle commence à être introduite, Valentina ? Il y a une précision à faire. Ce que vous venez de dire, c'est vrai par rapport aux femmes, aux victimes femmes. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Le temps qu'il faut pour un brouteur pour demander de l'argent aux femmes est beaucoup plus important que par rapport à un homme. En revanche, pour demander de l'argent à un homme, ça peut prendre vraiment 3-4 jours. Après, la différence, c'est que la relation avec l'homme victime ne dure pas longtemps non plus. Donc la plupart des brouteurs, en tout cas que j'ai interviewés, font l'investissement de prendre plus de temps, 1 mois, 2 mois, avec des femmes, parce qu'ils sont certains qu'après, ça va durer beaucoup plus longtemps, donc l'investissement a plus de valeur. L'effet qu'on prend autant de temps sert à construire la confiance. La confiance, c'est le mot-clé pour les brouteurs pour arriver à rentrer dans le cœur de la victime et faire en sorte que l'emprise les pousse ensuite à donner de l'argent. Donc, prendre le temps, c'est aussi construire une amitié, construire un rapport quotidien. Du coup, ça veut dire qu'au moment où on commence à demander l'argent, la victime n'a plus de doute, en fait. Si même il y en avait eu au début, il y a eu assez de temps pour construire une relation forte à tel point que la victime ne peut que se dire qu'il a juste envie d'aider cette personne. Il n'y a jamais un doute. C'est plutôt à la deuxième question, à la deuxième fois qu'il est demandé de l'argent qu'il y a un doute de la victime. Mais voilà. Donc ça sert à ça. Sans compter que ça arrive souvent qu'au début des relations, soit ce sont les brouteurs eux-mêmes qui envoient de l'argent à la victime, par exemple sous la forme de cadeaux, enfin l'envoi de bouquets de fleurs, etc. Voire même que quand la victime commence à proposer une aide financière, que les brouteurs refusent au début. Donc j'imagine que ça participe de ce mécanisme d'emprise. Tout à fait. L'emprise, c'est aussi que souvent la victime, c'est elle justement qui s'offre de l'aider et donc elle pense d'être totalement dans le contrôle de la situation. Donc elle ne se sent pas piégée ni prise au dépourvu. Effectivement, c'est une technique de manipulation pure et dure qui est scriptée déjà. Donc les refus est très important au début, les refus de la part du brouteur pour ces deux effets. Alexandre, justement, comment ça se passe sur ce point pour Muriel ? Pourquoi le multimillionnaire Charles Leroux, tout à coup, il a besoin d'argent et comment Muriel répond à cette demande ? Alors c'est intéressant parce que c'est justement vraiment là un processus qu'on peut déplier. Au début, il est riche, donc ça paraît contradictoire. Pourquoi il va demander de l'argent ? Mais au début, cette richesse, elle rassure. Et donc, ça, déjà, c'est une très bonne base. Ensuite, il va avoir un problème. D'abord, il va y avoir des confidences. Et ces confidences, elles honorent la victime qui l'écoute. Muriel, elle était honorée que Charles lui confie ses problèmes financiers. C'était vraiment pour elle un honneur. Ensuite, ce qui est très important, c'est que Muriel, elle ne s'est pas vue demander de l'argent pour aider Charles, mais toujours pour aider quelqu'un à côté, pour aider ou sa fille, ou son fils qui avait un problème, ou sa boîte. Donc là, il y a un petit syndrome du sauveur qui entre en jeu. C'est-à-dire que Muriel, elle s'est dit « Ah, je peux peut-être aider », ça renvoie aussi une image positive de soi-même. Oui, parce qu'en l'occurrence, Charles Leroux a une fille qui s'appelle Amanda et qui a besoin d'une greffe parce qu'elle est très malade. Exactement. Donc et puis qui commence à appeler Muriel « maman ». Donc tout ça, c'est très gratifiant pour elle. Il y a aussi, et ça, faut pas le négliger, le facteur que c'est des gens riches. Donc en fait, ils font miroiter la perspective de rendre au centuple ce qu'on va leur donner. C'est moi j'aide Charles Leroux, il est très riche l'un et autre, mais il va sans doute m'aider bien plus par la suite. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi l'idée de l'urgence. Donc l'urgence, évidemment, ça brouille les idées et tout ça. Et sans compter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que vraiment, les brouteurs qui savent vraiment y faire, ils vont commencer par investir avant même de donner de l'argent, c'est-à-dire, comme vous disiez, d'envoyer des fleurs ou des chocolats à la victime avant même d'avoir reçu de l'argent. Et donc moi, par exemple, pour la blague, ceux que j'ai rencontrés à Abidjan, ils me disaient, nous, on a une personne, en plus, c'est assez découpé comme travail, on a une personne qui s'occupe spécialement de ces livraisons en France, et cette personne, elle se trouvait à la Maca, à la prison d'Abidjan. Et c'est elle qui relayait tous les envois de fleurs et de chocolat et tout ça. Et donc, du coup, pour revenir à ma question, Charles Leroux, il a besoin d'argent pour quelle raison ? Alors au début, il a besoin d'argent parce qu'il a fait des investissements un peu malheureux et ses collaborateurs, ses partenaires sont des escrocs. Et justement, sa fille est malade et là, dans l'instant, il n'a pas les fonds pour pouvoir lui offrir la clinique qu'il lui faudrait et la greffe du rein qu'il lui faudrait. Ça commence comme ça. Et alors, encore une fois, justement, il ne demande pas directement de l'argent. Il expose sa détresse. Et évidemment, Muriel va se proposer à l'aider. Oui, et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les premiers temps, enfin, je ne sais pas si c'est les premiers jours ou les premières heures, mais Charles Leroux refuse. Ouais, c'est ça. C'est la meilleure des techniques. Ah bah non, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Non, mais bien sûr. Mais t'es sûr ?
Oui, bon, vraiment, si t'insistes, alors ok, ouais, tu peux me faire un virement, voilà. Il y a une autre technique qu'il a utilisée qui était pas mal, c'est qu'il a commencé à lui prendre 1000 ou 2000 ou 3000 euros, et puis ensuite il lui a dit, si tu veux, je connais quelqu'un chez CTLM, je vais t'aider à faire un prêt. Alors qu'il connaissait personne, il a fait une fausse adresse à CTLM, et il l'a aidé à faire un prêt, donc elle a fait un prêt de 10 000 euros, qu'il a tout de suite siphonné, mais en fait, derrière, il a laissé Muriel en plan avec son prêt, quoi. Oui, parce que ça revient souvent, cette technique-là, c'est que les victimes, en fait, se retrouvent très rapidement sans argent et sont contraintes de contracter des prêts pour répondre aux besoins du brouteur. Ou de vendre leur maison, ou de vendre leur voiture. Mhm. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, on a l'impression que Muriel, en fait, elle est en pleine maîtrise de la dynamique relationnelle. Vous en avez un peu parlé, Valentina. Alexandre, vous notez qu'elle décide souvent elle-même de ne pas rencontrer Charles Leroux parce qu'elle est trop occupée, ou alors elle refuse de passer des moments avec lui parce que ça lui paraît trop prématuré. Par exemple, il y a un moment où Charles Leroux lui dit « Mais viens dans ma famille, on va faire Noël ensemble ». Et elle lui répond « Oh là là, non, c'est beaucoup trop tôt dans notre relation ». Pourquoi c'est important pour le brouteur de donner l'impression à sa victime que c'est elle qui décide ? Justement, c'est ce qui va construire la confiance, encore une fois, de la victime par rapport au brouteur. Donc, le contrôle est nécessaire dans ce processus d'emprise. C'est ce qui va, à un moment donné, faire confondre complètement les idées. Ça fait partie de cette aporie, en fait, que le brouteur construit, cette illogicité, parfois, que les victimes vivent entre, voilà, j'ai vécu ça au début, mais maintenant, arrive exactement le contraire. Je n'arrive pas à reconstruire tous les morceaux. Donc, c'est vraiment un procédé de manipulation pure et dure. Donc, le contrôle facilite la confiance, facilite la relation, et c'est ça qui fait qu'on croit à toutes les choses invraisemblables qu'après le brouteur peut nous dire. Pour revenir à la vie fabuleuse de Charles Leroux, moi ce que je trouve fou, c'est que très vite, on a affaire à un petit théâtre rempli de personnages. Donc Charles Leroux, il a, comme on l'a dit, sa fille supposément malade, Amanda. Il parle souvent de ses supposées ex-compagnes, etc., ses supposés amis et contacts d'affaires. Enfin, il y a tout un entourage qui se construit. À quoi ça sert de tisser toute cette généalogie de personnes qui gravitent autour du faux amant, du faux amoureux ? Ça offre une plus grande liberté de mouvement, parce qu'on peut se déplacer. Ça peut aussi venir des scripts, parce que souvent dans les scripts, il y a d'autres personnages qui sont introduits, mais ça donne plus de latitude au mouvement. Et surtout, ça permet au brouteur de toujours se présenter comme la victime d'événements exogènes. Ah, mais là, ma fille a eu une grave maladie. Ah, là, ma femme est vraiment méchante, elle me prend des droits d'avocat. Donc en fait, ça permet finalement tout ce théâtre dont vous parlez là, de lui se présenter dans la position de quelqu'un qui est passif, exogène, qui subit les événements. Et ça, c'est aussi un levier très efficace. C'est très efficace aussi parce que justement, la victime se pose comme sauveuse. Donc, ça construit son rôle d'héroïne dans cette histoire dramatique. En fait, le pathos qui est construit, c'est l'ennemi extérieur, c'est l'associé qui ne respecte pas la maladie qui arrive. Donc, la victime peut se voir comme victime et comme la clé pour résoudre le petit problème de son héros qui est donc Charles Leroux ou d'autres. Oui, c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça permet aussi de répondre au sentiment de vulnérabilité que, par exemple, Muriel peut ressentir face à cet homme multimillionnaire qui s'intéresse à elle. D'un coup, elle se dit, en fait, peut-être que mon intérêt, mon rôle, il est à cet endroit, en fait. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est la cascade d'événements malencontreux qu'il faut simuler pour tenir le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, parce qu'on l'a dit, le faux amant ne peut jamais rencontrer sa victime. Donc voilà, la fille de Charles, elle doit être greffée à Casablanca, puis ils sont retenus là-bas parce qu'ils veulent rencontrer le donneur, puis ils sont encore retardés parce qu'ils se sont fait voler leurs affaires à l'hôtel, puis le jour où ils doivent se voir avec Muriel, Charles a un accident de voiture, etc., etc. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Comment ça se fait que les victimes y croient ? Enfin, comment on tient cette emprise-là sans jamais se voir ? Alors ça, c'est vrai que ça paraît vraiment mystérieux au départ. On se dit, mais comment entretenir une relation avec quelqu'un qui se dérobe sans cesse, qu'on ne voit pas pendant plusieurs années, et en plus lui donner de l'argent ? Et finalement, je pense qu'en y réfléchissant, il y a le fait que ce soit une sorte de lune de miel prolongée. Comme au début d'une relation. Ah, je vais te voir, il y a un entretien du désir, je vais te voir. Ah non, je ne te vois pas, ça. Toujours le désir est éperonné, ressourcé. Et c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Et aussi, ce que j'ai noté dans le cas de plusieurs victimes, et surtout de Muriel, c'est que très très vite, en fait, le soupçon s'installe. En fait, non, tu n'es pas le vrai Charles Leroux, tu n'es pas le... Et ça, curieusement aussi, paradoxalement, ça peut aussi éperonner le désir. Ça l'entretient. Finalement,
Parce que du coup, il est entouré de mystère, quoi. Parce qu'il est entouré de mystère et puis surtout, ça régénère à chaque fois le désir. En fait, si jamais on considère que le désir, sa nature, c'est d'être mobile, c'est de toujours être, de combler un manque, de toujours avancer, c'est ça qui met le monde en mouvement de toute façon. Or, l'amour est plus ou moins une fixation de ce désir, une fixation qui se veut illusoirement éternelle. Et là, justement, ça correspond bien à la nature des réseaux sociaux, c'est que tout est en clic, tout virevolte, le désir, il rebondit. Et tout ça, ça entretient beaucoup la relation. C'est une excitation du désir, il est irrité, rouge, donc prêt à commettre toutes les erreurs. Et donc, en fait, ça correspond bien à la nature du toujours sans cesse reporté d'un clic à l'autre, d'un flash de sérotonine. Ça explique vraiment pourquoi on peut entretenir une relation sur le long terme alors qu'on ne voit pas du tout la personne. Parce que l'objet du désir, une fois atteint, il est détruit. Et là, il est toujours régénéré. Je voulais ajouter que Ito Sterl, qui est une artiste et théoricienne qui a écrit un article sur ce type d'arnaque, elle parlait justement du fait que souvent l'arnaque est construite dans la structure du mélodrame. Et dans le mélodrame, c'est ça qui arrive. Donc, il y a d'un côté l'impossibilité. Les deux personnages, il y a toujours un problème, il y a toujours une impossibilité de faire en sorte que cet amour arrive à fleurir. Une relation impossible, donc, par des facteurs extérieurs. Et surtout, le délai. Dans les mélodrames, il y a toujours un report qui crée justement les climax, les drames. Et justement, les histoires qu'on a écoutées aujourd'hui et aussi les scripts des auteurs suivent vraiment cette structure-là. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant de le mentionner. Et cette excitation, cette lune de miel permanente, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on est tellement animé en permanence que ça empêche complètement de penser aussi. Enfin, j'imagine que ça empêche de prendre du recul justement sur ce qui se passe parce qu'on est prise continuellement dans cette boucle d'amour, etc. Dans le cycle du désir, ouais. Et aussi, il y a le facteur qu'on n'est pas contrarié dans son désir, dans son fantasme. On avance. Et finalement, le brouteur, pour nous satisfaire, il avalise à chaque fois le fantasme. Moi, par exemple, en me faisant passer pour une proie, quand je pistais les faux Charles Leroux, je pouvais sortir n'importe quoi. Je lui dirais, ah là, je suis à Shanghai, je suis avec mon fils, je donne un nom, et le brouteur dit oui, bien sûr, il avalise à chaque fois tout ce qu'on dit. J'aurais pu le dire, tu sais, je suis un carburateur indonésien, une brosse à dents, mais oui, bien sûr. Et en fait, il y a un côté jouissif aussi de voir qu'on avance, son fantasme, il n'y a pas d'obstacle du réel, en fait. Il est pas le désir n'est jamais contrarié. Ouais, le désir n'est jamais contrarié, donc ça aussi, ça contribue à l'alimenter. Moi, je trouve que ce qui est fascinant aussi, c'est le niveau de détail des arnaques. Je reprends l'exemple de l'accident de la route dont parle Charles et qui fait qu'il peut toujours pas rencontrer Muriel. Il envoie une photo à Muriel de la scène de l'accident. Et en fait, quand la fille de Muriel, qui a des doutes très rapidement sur ce Charles Leroux, quand elle fait une recherche d'images inversées sur Google, elle tombe sur un article de la RTBF qui parle effectivement d'un accident qui a eu lieu le matin même sur la voie, ce qui correspond exactement en fait aux informations qui sont données par le faux Charles. C'est incroyable ce niveau de détail, enfin c'est une forme de sagacité, d'intelligence de la part du brouteur qui est assez fascinante. Ouais, sur ce coup-là, je dirais même presque qu'il a été d'une précision presque inédite parce que d'habitude c'est fait de manière beaucoup plus négligente. Mais en tout cas oui, là c'était vraiment, ça s'imbriquait parfaitement dans les mensonges. Valentina, je le disais plus tôt, dans votre manuel du brouteur galant, vous montrez tous les scripts qui sont utilisés par les brouteurs pour piéger leurs victimes. Votre livre, il s'ouvre sur les jour 1, jour 2, jour 3 de ce qu'il faut dire aux victimes. On trouve par exemple au jour 3 ce texte à envoyer. Tu habites mes nuits, tu habites mes jours, tu meubles mes pensées, tu combles mon cœur. En toi, j'ai trouvé la personne qui m'aide à m'épanouir. En toi, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours, le grand amour. Les mots me manquent pour t'exprimer mon amour, mais tu n'as qu'à regarder dans mes yeux et tu y verras toute sa profondeur. Bon, Alexandre, moi, si on m'envoie ce genre de message après 3 jours de discussion à distance, je me dis tout de suite que c'est suspect. Comment ça se fait que ça passe ? J'ai envie de dire presque au bout d'un moment, c'est peu importe ce qu'on dit, une fois que la relation est amorcée, comme disait Valentina, que la régularité, les marques de tendresse, la répétition est installée, finalement, peu importe ce qu'on raconte, c'est ça qui est assez étonnant. Mais là, c'est pas installé, c'est au bout de 3 jours. Moi, ça a pris beaucoup plus de temps avec Muriel, mais en tout cas, au bout d'un moment, on peut raconter un peu n'importe quoi. Il y avait récemment d'ailleurs l'affaire de cette femme japonaise qui avait dépensé 6 000 € pour aider un cosmonaute qui était bloqué dans une station spatiale pour lui acheter de l'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le script, il peut devenir totalement surréaliste, quoi. Oui, et puis ça pose encore une fois la question du love bombing, donc cette technique de manipulation mentale qui vise à noyer la victime sous des démonstrations intenses d'amour. Là, en fait, on est directement là-dedans, c'est-à-dire que dès la rencontre, on retrouve ces textes-là qui sont beaucoup trop intenses, de l'ordre du mélodrame, pour reprendre votre terme, Valentina, justement pour noyer la victime et pour directement éteindre son sens de la réflexion autour de ce qui se passe. Oui, c'est un sens vraiment de la réalité, parce que c'est un travail de faire vivre un rêve à la victime.
Et donc, il se donne tous les moyens pour convaincre la victime que c'est une rencontre unique, spéciale, qu'elle n'a jamais vécue avant. Donc, tout est possible dans cette relation. Et donc, c'est possible aussi de déclarer avec autant de passion, autant de pathos, l'amour tout de suite. Je me demandais aussi si le fait que les victimes soient justement des femmes entre 50 et 70 ans, est-ce qu'il n'y a pas cette pensée de se dire peut-être que c'est ma dernière chance à l'amour, que justement là c'est inespéré, quoi, que je tombe sur une relation, sur quelqu'un qui a envie de m'aimer, avec qui je veux partager quelque chose, et du coup c'est aussi leur position et leur vulnérabilité spécifique qui font que ces messages-là peuvent être envoyés au bout de 3 jours sans que ça n'éveille de soupçons. Absolument. On a envie d'y croire, on a envie de vivre cette histoire, justement aussi, comme vous le mentionnez, à cause de l'âge, à cause de relations amoureuses passées, des violences, etc. Et donc oui, on s'est dit, pourquoi pas ? Ça arrive, on donne quand même la place au possible. Après, justement, c'est l'arnaqueur qui écrit ce genre de messages à la victime et pas vice-versa. La victime va prendre du temps avant de exprimer ses sentiments et ses émotions. Donc, pour le moment, on reçoit, on est flatté, on est surprise sans doute, mais on est surtout flatté qu'il y a quelqu'un qui enfin nous comprend, enfin nous découvre, et nous aime comme on est. Je peux citer aussi le cas de Marie-Jo, qui est aussi une Française, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, 82 ans. C'est un cas qui date de quelques mois, qui a été donc séduite par son brouteur qui a 28 ans. Donc là aussi, je pense que ça fonctionne, cette idée de, voilà, c'est ma dernière occasion pour profiter de la vie. Et on donc y va. elle, pour le coup, elle a rencontré son brouteur, donc elle est partie en Côte d'Ivoire. Oui, elle est partie en Côte d'Ivoire pendant quelques semaines, mois. Puis son fils l'a répatriée en France, et là, elle est repartie. Pour moi, il y a un moment majeur de bascule dans l'emprise que vit Muriel, et c'est un passage que je trouve absolument fascinant dans votre livre, Alexandre. Un jour, elle se rend sur le yacht de Charles dans la baie de Cannes pour le confronter à ses mensonges et puis pour le rencontrer enfin, parce qu'elle a envie de le rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Alors c'est vraiment un point de bascule important dans l'histoire d'amour de Muriel. C'est que donc elle ne rencontre pas ce Charles qui lui a déjà pris tant d'argent, qui lui a donné tant de mots doux. Et finalement, parce qu'à ce moment-là, elle lui a envoyé, il me semble, 40 000 euros. Elle lui a déjà. envoyé 40 000 euros à ce moment-là. Et ça fait déjà plusieurs mois qu'il parle. Tous les bateaux sont équipés d'un système de signalisation pour les accidents. Elle le repère par Internet et elle observe ses réseaux sociaux et elle voit qu'il est sur son bateau. Donc c'est le moment. Elle habite pas très loin. Elle prend son coupé, qu'elle adore, son petit coupé 308, et elle fonce au port. Et là, elle se gare et elle le voit sur le pont du bateau. Enfin, ce donc elle beau voit son Charles, son le Charles des photos. solaire. Ouais, il est conforme à l'image des réseaux sociaux, avec ses yeux bleus candides, ses cheveux poivre sel. Il est avec son fils. Et donc, ça y est, elle le tient. Elle monte sur le bateau. Elle lui dit « Charles, c'est moi, Muriel. On est ensemble, tu me dois 40 000 euros. » Et donc, lui, il la regarde et lui dit « Mais je ne vous connais pas, madame. Descendez tout de suite de mon bateau. » Donc, elle est complètement saisie. Et là, c'est vraiment frappant. Il y a un mouvement de défense, un mécanisme de défense qui se met en place. Elle regagne sa voiture. Et elle se dit, comme par hasard, j'arrive, et comme par hasard, il ne veut pas me voir. Et donc, on voit qu'en fait, elle refuse de dissocier le Charles électronique et le vrai Charles, donc le Charles menteur et le Charles réel. Et donc là, c'est fascinant. Moi, c'est ce qui m'a fasciné dans cette enquête, c'est comment elle parvient à se mentir, à nouer un rapport aussi ambivalent avec cette illusion. Et finalement, on se dit, peut-être qu'à ce moment-là, dans la vie de Muriel, c'était plus facile pour elle de se mentir que d'accepter la vérité. Mais alors que pourtant, quand elle est confrontée au vrai Charles qui lui dit « Mon identité a été usurpée, je ne vous ai jamais rencontré, arrêtez d'envoyer de l'argent à cet homme qui se fait passer pour moi », sur le coup, Muriel, elle réagit de manière un peu... Enfin, elle est chamboulée, en fait. Elle dit « Pardon », enfin, elle s'en va. Elle a l'air de comprendre sur le coup que, effectivement, le vrai et le faux Charles ne sont pas la même personne. En plus, au moment où elle rencontre Charles sur son bateau, il y a le faux Charles qui lui envoie un message en lui disant « Bonjour mon amour, je suis à Genève en ce moment pour un voyage d'affaires ». Enfin, là, elle a vraiment toutes les preuves que ce ne sont pas les mêmes personnes. Et pourtant, effectivement, elle rentre dans sa voiture et là, elle se reconstruit un récit a posteriori de ce qui vient de se passer. C'est la puissance du déni qui est vraiment hallucinante. C'est que justement, elle se dit « Ah, justement, au moment où je suis sur le bateau de Charles, comme par hasard, je reçois un message de l'autre Charles ». Mais ça ne peut pas être un hasard, justement, ils doivent travailler en duo. Et là, on rentre vraiment dans un système qui ressemble au système complotiste, c'est-à-dire que la réalité devient encombrante, la réalité dérange, c'est le fantasme qui doit primer, et là, toutes les contorsions rationnelles sont possibles pour joindre ces deux Charles, qui ne sont pas un. Et donc, en fait, du coup, ce qui est fascinant, c'est que
la situation qui aurait dû provoquer une prise de conscience chez Muriel de l'arnaque, en fait, c'est précisément le moment où le piège se referme définitivement sur elle. Après cette rencontre-là, elle lui enverra encore 160 000 €. Et notamment, je pense à un virement qu'elle lui fait qui me paraît complètement hallucinant, c'est qu'à un moment donné, il lui demande 44 000 € pour pouvoir réparer les moteurs de son yacht, qui sont un petit peu sa couverture justement auprès de ses investisseurs et de ses associés, pour qu'ils ne soient pas au courant qu'ils rencontrent des problèmes d'argent, etc. Comment c'est possible ? Ah ouais, c'est ça, non mais qui est fascinant, c'est en psychanalyse, on parle non pas d'un phénomène de déni, qui est une déconnexion totale avec la réalité, et qui est là pour le coup un phénomène purement psychotique, c'est-à-dire on perd contact avec la réalité. Là, ça relèverait plutôt d'un phénomène de désaveu, c'est-à-dire que au fond, l'inconscient de Muriel sait que c'est pas le Ray Charles, mais elle aimerait tellement que ce soit vrai. Donc c'est toujours le « je sais bien, mais quand même ». On a un pied dans la réalité et un pied dans le fantasme. Et donc c'est vraiment le cas de Muriel. Merci à tous les deux. C'est la fin de la première partie de l'épisode 129 des Couilles sur la table, animé par Talma Desta, avec le journaliste Alexandre Kaufmann et l'anthropologue Valentina Perry. Dans la deuxième partie, vous apprendrez ce qu'il est advenu de Muriel après qu'elle soit tombée dans le désaveu. Et surtout, vous saurez tout sur les brouteurs. Qui sont-ils ? Comment s'organisent-ils ? À quoi ressemble leur quotidien ? Vous allez voir, vous apprendrez plein de choses comme par exemple l'origine de ce terme « brouteur » ou encore le rapport entre les arnaques au sentiment et le coupé-décalé. Pour écouter cette deuxième partie, on vous donne rendez-vous le jeudi 11 décembre. Pour ne pas rater la sortie, pensez bien à vous abonner et à activer les notifications. Et d'ici là, vous pouvez d'ores et déjà partager cet épisode autour de vous, nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé et quelles sont vos prévisions sur la deuxième partie. Les Couilles sur la table est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Préparation, entretien et montage, Talma Desta. Prise de son, Jude Rigaud. Réalisation et mixage, Paul Berthiaud. Production, édition et mise en ligne, Marie Foulon. Communication, Lise Niederkorn. Rédaction en chef, Thomas Rozek. Moi, je m'appelle Naomi City. Je m'occupe désormais de la supervision édito et de l'incarnation des Couilles sur la table. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour découvrir la suite. Salut!